le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. En politique, comme dans la vie, on n'a qu'une seule parole. Alors moi, je vais prendre la balle au bon et je vais vous lire la page 282 du budget en anglais, parce que c'est à ça qu'elle vient de référer. Et vous saurez, comme tous les Canadiens qui nous écoutent, si oui ou non, la page 282 du budget parle de la loi sur la protection des zones navigables, oui ou non. In life, as in politics, Dans la vie comme dans la politique, tout dépend de la crédibilité. La députée a dit qu'à la page 282 du budget, on trouverait une référence à la loi sur les eaux navigables. Alors, je vais maintenant lire la page 282 en anglais du budget. Portefeuille des transports. Portefeuille du transport, on relève des mesures transformatives qui vont changer les programmes et services en appui au programme du gouvernement pour réduire la paperasserie. Je vous invite à vous rappeler de ce terme parce que pour eux, réduire la paperasserie, ça veut dire réduire la protection du public. Walkerton, Excel Foods, la listériose, et ça, c'est la réduction de la protection du public en même temps que les formalités administratives. Les activités secondaires seront réduites alors que la capacité d'exécution des mandats fondamentaux sera protégée afin d'assurer la sécurité des Canadiens et de soutenir la croissance économique. Par exemple, Via Rail Canada Inc. cherchera à améliorer sa productivité, notamment en augmentant le rendement du système de chauffage, de ventilation et de climatisation des trains afin de réduire les coûts d'entretien, de réduire la consommation énergétique et d'accroître le confort des passagers. La société instaurera également des projets d'automatisation. Moi, je ne vois rien sur les eaux navigables. Portefeuille des transports, Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. C'est intéressant parce que c'est là qu'ils ont commencé leur compression, comme avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il s'agit d'agences qui assurent la protection directe de la santé des Canadiens. 59,7 millions de dollars. Le pont Jacques-Cartier, le pont Champlain, c'est sur le point de s'effondrer, mais il y a des compressions là-dessus aussi. Transport Canada. Oh, il y a une note au bas de la page. Le gouvernement s'est engagé à équilibrer au fil du temps les dépenses associées à la sécurité du transport aérien et les revenus de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien provenant du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien. Alors, il n'y a aucune référence à la loi sur la protection des eaux navigables. Aucune référence à cette loi. Sur le site Web. Sur le site Web du ministère des Transports, sous la rubrique « Loi sur la protection des eaux navigables », on indique qu'il y a un modèle qui est tout nouveau et qui est un modèle pour le reste du monde entier en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Le Canada a des milliers de lacs et de rivières. Constitutionnellement, il revient au gouvernement fédéral de s'occuper de ces eaux navigables. C'est indiqué dans la Constitution. Alors, voyons ce qui est indiqué sur le site Web. Et soit dit en passant, ce site Web a été changé hier soir, après que mon collègue, la députée d'Halifax, a indiqué que on parlait d'environnement sur le site Web hier. Et ils se sont aperçus de cette réalité. Ils ont changé le site Web hier. La loi minimise l'ingérence sur les eaux navigables du Canada. On s'occupe des ponts, des barrages, ainsi que d'autres structures sur les eaux navigables, et on interdit le déversement de tout matériau dans les eaux navigables. Ça veut dire qu'on veut empêcher la pollution de ces cours d'eau au Canada. D'après moi, cela relève de la protection de l'environnement. Mais la députée n'a pas lu la loi. C'est là. Ça fait partie des lois canadiennes.
Et c'est en ordre alphabétique pour l'aider à trouver la loi. Page 22. Qu'est-ce qu'on veut dire par ingérence substantielle? Il s'agit d'un processus qui exige la prise de mesures additionnelles, dont des démarches pour annoncer les mesures au public, ainsi que des évaluations environnementales qui répondent à la loi canadienne sur les évaluations environnementales. C'est une autre loi qui va être détruite dans la loi sur l'exécution du budget, mais qui n'est pas mentionnée dans le budget. Alors, il y aura des milliers d'évaluations environnementales au Canada qui disparaîtront. Il n'y en aura que quelques centaines. Il parle de projets énergétiques et maintenant, il ne parle plus même d'évaluation environnementale. Il parle de processus d'approbation. Alors, c'est très révélateur. La Cour suprême du Canada, dans l'affaire, dans une décision qui a été rendue par le juge Lamère, a indiqué clairement qu'il n'est pas possible de créer ce type de projet sans respecter l'environnement. Et c'était une affaire qui a fait jurisprudence au Canada et cela avait trait à la protection des eaux navigables. Il est donc incroyable d'entendre le ministre des Transports prendre la parole en Chambre et dire que la loi sur la protection des eaux navigables n'a rien à voir avec l'environnement et que cela ne porte que sur la navigation. Incroyable! Il s'agit de la protection de nos cours d'eau. Cela en a toujours été ainsi dans notre histoire. C'était un modèle pour le reste du monde entier et maintenant cela va être détruit, même si cela ne faisait pas partie du budget. Speaker. Monsieur le Président, j'ai écouté quelques-unes des théories économiques avancées par le gouvernement et cette semaine, dans le Hill Times, c'est une publication assez réputable. Et David Crane a écrit un article où il indique que les ressources, c'est important, mais ce n'est pas assez. D'après M. Crane, les économies les plus fortes sont celles qui sont les plus diversifiées en ce qui a trait à la croissance économique et au marché. Nous avons besoin d'un secteur manufacturier fort et une industrie des connaissances, sans compter une industrie des ressources. Et si ce n'est pas le cas au Canada, ce sera la chronique d'une tragédie annoncée. La députée qui vient d'intervenir a affirmé que leur théorie économique était excellente et elle a essayé de démolir la nôtre. Mais depuis des années, nous avançons que nous avons au Canada travaillé très dur pour bâtir une économie depuis la Deuxième Guerre mondiale, une économie forte avec divers secteurs, dont un secteur manufacturier, un secteur de services qui sont dynamiques. Mais depuis que les conservateurs ont pris le pouvoir, nous avons perdu des centaines de milliers de postes dans le secteur manufacturier qui payaient bien et qui étaient souvent accompagnés de régimes de pension. Ces emplois ont été remplacés par des emplois qui payent moins et qui ne sont pas rattachés à un régime de pension. On a permis aux entreprises d'utiliser notre air, nos terres et nos eaux sans trop en demander de leur part. Mais on laisse un environnement qui sera désastreux pour la prochaine génération qui devra en payer le coût. Si on continue sur cette voie, nous serons la première génération au Canada à donner un héritage moindre à la prochaine génération. La dernière fois que les conservateurs ont forcé les Canadiens à avaler un projet de loi omnibus, c'était le projet de loi C-38. D'une œuvre commencée par les conservateurs le printemps dernier. De notre part, une fois qu'ils ont commencé et qu'on s'est rendu compte que des douzaines de différentes lois allaient être affectées, puis les droits des Canadiens, et notamment le droit des générations futures, allaient être négativement affectés, on a essayé d'utiliser les outils à notre disposition comme parlementaires. Mais vous savez, on était face à une situation sans précédent dans l'histoire du Parlement canadien.
Ce qui n'est pas sans précédent, c'est d'avoir une majorité. En fait, c'était la norme jusqu'à tout récemment d'avoir des gouvernements majoritaires. Ce qui était nouveau, c'était d'avoir un gouvernement tellement arrogant, tellement pas à l'écoute de la population, qu'ils pensaient qu'ils étaient comme des empereurs. Ils n'avaient besoin de personne, ils n'avaient plus besoin de parler avec qui que ce soit. C'est le nom même du Parlement. On est censé être ici pour être entendu. J'ai entendu la députée de Saint-Boniface qui a parlé tantôt dire, en réponse à une question, « N'avez-vous pas entendu parler de la récession globale? » Moi, je lui rappelle amicalement que c'est son ministre des Finances qui, en plein milieu de cette même crise mondiale, à l'automne 2008, qui niait la réalité de la récession globale et refusait d'agir. Quelle arrogance incarnée! Leur manque total de priorité fait en sorte qu'au lieu de tailler avec un bistouri dans l'État lorsque besoin est, ils y vont avec une machette rouillée. Ils n'ont jamais défini des priorités pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont très contents d'être au pouvoir, ça ils aiment, mais ils n'aiment pas gouverner. Voilà. C'est quoi la distinction? Ben, l'un, c'est le fait même d'occuper la majorité des fauteuils dans cette place. L'autre exige une compétence en administration publique dans l'intérêt de la population et pas dans l'intérêt des copains du régime conservateur. Voilà. Absence totale de priorité. 450 pages dans cette plus récente mouture, 64 lois différentes affectées, dont 20, et on vient de faire la démonstration que la loi sur la protection des eaux navigables n'est même pas mentionnée dans le budget. Voilà. 20 de ces projets de loi, pas juste la loi sur la protection des eaux navigables, 19 autres ne sont même pas mentionnés dans le budget du printemps dernier. Je disais au départ que c'est une question de crédibilité pour le gouvernement. Alors, regardons quelques-uns des faits comme ça. Regardons quelques exemples de leur administration publique et étudions-le à l'aune de ce qu'on doit comprendre comme étant des priorités d'administration publique. What could be more important? Qu'est-ce qui pourrait être plus important que de protéger la santé et la vie des Canadiens? On peut voir toute la pyramide de l'administration publique. Eh bien, elle est là pour une chose seulement, c'est la protection du public. Il n'y a rien de plus important que la protection du public. Dans le projet de loi d'exécution du budget, on peut voir une réduction de 46,6 millions de dollars de réduction à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il parle d'éléments qui ne sont pas dans le budget, mais moi, je parle d'éléments qui sont dans le budget, page 61 en anglais. Il y a un député qui a posé une question, et c'est une très bonne marionnette, ce député, et il a parlé de la taxe sur le carbone. C'est intéressant parce qu'il y a une proposition de système de plafonnement et d'échange dans un programme électoral, et c'est le programme électoral de 2006 des conservateurs. That can't be. What's it? Plus intéressant encore, c'est qu'en 2008, le premier ministre conservateur s'est adressé au Parlement et il a affirmé que ce plan de plafonnement et d'échange était son idée. Il a dit qu'il voulait mettre un prix au carbone. Il a dit que cela coûterait 65 $ la tonne. Far be it from us to... Loin de nous l'intention de penser qu'il fait toujours ce qu'il dit, mais si on le croit sur parole, on regarde 2008, 65 $ la tonne,
Cela correspond à environ 45 milliards de dollars. Si on s'embarquait dans la même voie que le simple député conservateur qui venait de prendre la parole, on pourrait affirmer qu'il s'agit d'une taxe sur le carbone de 45 milliards de dollars. Mais vous savez, cela ne serait pas tout à fait vrai parce que c'est un système de plafonnement et d'échange et c'était la seule solution pour s'attaquer aux émissions de gaz à effet de serre. Dans son discours, la députée de Saint-Boniface a cité un journaliste qui a parlé de prétendues émissions de gaz à effet de serre. Cela en dit long, parce que cela remonte à la croyance fondamentale selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre doivent faire l'objet d'une croyance. Ça prend la foi. Cela n'existe pas vraiment. Il faut y croire pour que cela existe. C'est comme le réchauffement climatique. C'est une invention pour faire peur aux gens ou, d'après le premier ministre conservateur, lorsqu'il parlait du protocole de Kyoto, c'est quelque chose qui a été inventé pour têter de l'argent aux pays riches. Oui, oui, vous les entendez. En face, ils en sont fiers. Ils sont tous emballés. Alors moi, j'aimerais savoir combien d'émissions de gaz à effet de serre viennent des lotions de bronzage. Peut-être qu'on pourrait les réduire dans ces produits-là, Monsieur le Président. Leur tactique. Un projet de loi de plus de 400 pages, une soixantaine de lois qui sont modifiées, aucune responsabilisation, aucune consultation des Canadiens intéressés et aucun respect pour les Canadiens qui, eux, méritent mieux. Ici, nous avons comme travail de faire en sorte que les deniers publics sont bien dépensés et que les mesures prises sont rationalisées, qu'elles sont justifiées et qu'elles sont bien avisées. Nous avons maintenant, en vertu de la loi sur le Parlement du Canada, un directeur parlementaire du budget qui a le droit légal de recevoir tous les renseignements financiers nécessaires pour pouvoir alimenter nos débats de façon informée. Il y a aussi la loi sur la responsabilisation qu'ils ont adoptée et la loi sur les élections à date fixe, mais ils ne respectent même pas leur propre loi. Il faut, si on veut gouverner comme les conservateurs, on énonce ce qui doit être fait et ensuite on fait le contraire. Ils nient ce qui est inscrit dans la loi canadienne. Ils vont à l'encontre de la volonté du Parlement. Ils sont frustrés du fait que le directeur parlementaire du budget essaie de faire son travail et il leur a tenu tête à maintes reprises. Il refuse d'être l'une de leurs marionnettes. Et, bien sûr, il sera puni. D'après eux, c'est justifié. Ils ont recours à des projets de loi omnibus pour apporter des centaines de changements à différentes lois et nous n'allons pas les laisser faire. Dans la plus récente mouture de la loi Mammouth, des coupures, par exemple, pour des différentes commissions et organismes qui ont été mises en place pour assurer une plus grande responsabilité, imputabilité, et ça continue une tendance lourde déjà commencée au printemps. On est en train de concentrer les pouvoirs dans les mains des différents ministres et ministères. Par exemple, ils éliminent la commission d'examen des matières dangereuses qui est là pour aider les travailleurs à manipuler des matériaux dangereux. Ils n'en ont pas fait mention dans le budget, mais cela va avoir des répercussions sur les travailleurs et nous allons lutter pour les travailleurs. Il revoit le tribunal d'appel pour les grains. C'est intéressant parce que ça donne aux agriculteurs ou aux producteurs un droit d'appel lorsqu'ils obtiennent un grade avec lequel ils ne sont pas d'accord pour leurs grains. Et c'est pourtant le même gouvernement qui a dit qu'il éliminerait la commission du blé pour aucune bonne raison. Et l'un des ministres de Winnipeg s'est éloigné de ces points de discussion en disant qu'ils l'ont éliminé, mais non, les points de discussion disaient qu'ils l'avaient tout simplement amélioré. Il devra faire de la lecture au salon de bronzage. Ils ont dissolu la commission sur l'assurance-emploi.
faisant du programme d'assurance emploi, enregistrant dans le programme d'assurance emploi 9 millions de dollars de déficit. Ils ont éliminé les scientifiques qui leur donnaient des conseils. Évidemment, il s'agit du gouvernement qui, au cours de l'été, a décidé qu'il était la nouvelle église de la scientologie conservatrice. Vous vous souviendrez qu'ils avaient décidé qu'ils allaient croire dans la science. Donc, c'est l'église de la science conservatrice. Comment y sont-ils arrivés? Ils ont éliminé les scientifiques. Ils sont devenus eux-mêmes les scientifiques. Et ceux qui n'ont pas mis à pied, ils les ont muselés. Qu'en est-il de la région des lacs expérimentaux? C'est la seule place sur la planète où on peut étudier des écosystèmes complets dans les lacs. Mais ils éliminent ce programme. Pourquoi? Parce qu'ils ont un imitateur à l'autre bout. Vous savez, ils imitent toujours les présentateurs de nouvelles parce qu'il lit les points de discussion qu'on lui donne sans les avoir lus préalablement, mais il ne connaît rien aux lacs expérimentaux. Il dit qu'il n'y a pas de problème tant et aussi longtemps que quelqu'un est prêt à acheter ce programme et à poursuivre le programme. Mais pouvez-vous vous imaginer qu'on est en train de vendre ce qui relève du gouvernement à des intérêts privés? So our very own Ron Burgundy stands up. Alors, notre propre Ron Burgundy, à maintes reprises, lit les points de discussion qu'on lui donne, ne sait même pas ce qui figure sur ses papiers, ne se rend pas compte à quel point c'est absurde. Eh bien, c'est la même personne qui croit maintenant que le Canada est dans une situation qui lui permettrait de réduire les gaz à effet de serre, mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ils ne pourront pas respecter ces cibles parce qu'ils n'ont pas de plan pour y arriver. Quand on regarde la sécurité du public, Monsieur le Président, il existe, comme je le mentionnais tout à l'heure, une pyramide d'administration publique et qui existe pour faire justement une chose, assurer la protection du public. Donc, quand il faut couper, la toute dernière chose qu'il faut toucher, c'est le service direct au public. Mais qu'est-ce qu'on voit à la place? Qu'est-ce que j'étais en train de vous démontrer tantôt? Ils sont en train de couper dans la sécurité des aliments 47 millions de dollars. Ils sont en train de couper dans la sécurité aérienne plus de 100 millions de dollars. Ils sont en train de couper les centres de ressources pour le sauvetage en mer. On parle littéralement de sauver des vies et ils sont en train de couper là-dedans. Demandez aux gens à Québec, demandez aux gens à Kitsilano qu'est-ce qu'ils pensent de cet effort-là. Ils coupent la garde côtière, ils coupent la sécurité aux frontières. Ça, c'est des choses qui nous intéressent au plus haut point. Vous avez eu l'occasion plus tôt aujourd'hui d'entendre mon collègue de Compton Stansted lorsqu'il a décrit exactement ce qui est en train de se passer à la frontière chez lui. C'est ça, ne pas avoir de priorité. C'est ça, ne rien comprendre de l'administration publique. J'ai écouté les fantaisies, les fabulations de la députée de Saint-Boniface tout à l'heure, où elle faisait une pastiche imaginaire de ce qu'elle projetait comme étant notre manière de procéder en administration publique. Quand nous, on compare l'expérience dans cette pièce, dans l'opposition officielle, avec le débâcle du F-35, où on n'a jamais pris la peine de définir les besoins du Canada, on n'a jamais procédé à un appel d'offres, on n'a jamais déterminé qui était le plus bas soumissionnaire conforme, et on a dépensé jusqu'à date 700 millions de dollars pour un appareil qui ne rencontre même pas les besoins du Canada. On sait de quel côté de la pièce il y a des gens compétents. C'est certainement pas eux autres. C'est une gang d'incompétents. Leur incurie est innommable et on va les remplacer en 2020. Alors, cette semaine, 1,3 000 de viande contaminée ont été versées dans un dépotoir de l'Alberta. Le même ministre qui, il y a 4 ans, faisait des blagues inappropriées à la mort par le Sarlami, alors que 23 Canadiens sont morts parce qu'il n'avait pas fait son travail qui visait à mettre en place un système d'inspection des aliments qualifiés.
Quel ministre? Le même ministre. L'opposition a demandé à l'unanimité qu'il démissionne. Mais qui l'a défendu? Le premier ministre. Il n'est plus question que de l'incompétence du ministre de l'Agriculture. Il est question du premier ministre qui met en danger la sécurité publique en le permettant de rester en poste. Le ministre de l'Agriculture se lave les mains et dit « Ben, c'est pas moi qui ai fait les inspections. » Voilà. Ça, c'est la gang qui nous rabâche les oreilles à tous les jours avec la reine, avec le mot royal, avec la monarchie. Alors, s'ils sont si nostalgiques que ça pour la reine, ils devraient penser aux autres institutions parlementaires, justement en Angleterre, où la règle de base du système parlementaire britannique, c'est l'imputabilité ministérielle. Voilà. C'est lui qui est responsable, pas l'inspecteur, parce que c'est lui qui n'a pas fait sa job de veiller à ce que les inspecteurs protègent le public. C'est lui qui devrait partir. C'est lui qui porte la responsabilité. He knew about the safety violation. Il était au courant des violations en matière de sécurité à Excel. Il savait que l'entreprise retenait des données de tests. Il savait que les Américains avaient considéré que l'usine n'était pas sûre. En fait, on n'aurait jamais fait si les Américains... On n'aurait jamais su ce qui s'était passé si les Américains ne faisaient pas leur travail en faisant l'inspection à la frontière. Il aura fallu 2 semaines de plus pour sonner l'alarme après que les Américains les aient mis au courant. Des compressions de 46,6 millions de dollars ont été effectuées. 300 postes ont été éliminés. Cela, ça figure dans le budget. Contrairement à la fantaisie concernant les protections des eaux navigables, ça figure dans le projet de loi. On a mis la vie des Canadiens en danger. Ça figure dans le budget, Monsieur le Président. Mais il blâme les inspecteurs, il blâme les autres. Voilà qui devrait porter le blâme. Plutôt que d'appliquer les mesures législatives dans l'intérêt des Canadiens, plutôt que de demander aux Américains de le faire, ils ont un système d'autoréglementation. Peut-être que c'est comme ça que ça fonctionnait à l'université. Peut-être qu'ils faisaient rapport de leurs propres résultats aux professeurs, qu'ils cotaient eux-mêmes leurs devoirs. Non, on ne demande pas à ceux qui sont censés faire l'inspection de nous dire s'ils le font. Ce qu'on fait avec l'argent des contribuables, c'est qu'on envoie des inspecteurs pour vérifier qu'il y a conformité. On impose la réglementation dans l'intérêt de la population. Le résultat? Un coup dur pour nos agriculteurs, nos producteurs. Un coup dur pour la confiance de la population dans notre système de salubrité alimentaire. Tout le monde est perdant parce qu'ils ne font pas leur travail. Malgré 50 ans de croissance économique dans notre pays, le premier ministre nous ferait croire maintenant que les institutions, les services, les programmes sur lesquels on s'est fié depuis des générations sont soudainement devenus trop chers. On ne peut plus se les permettre. Il y a un lien entre le fait qu'ils n'arrêtent pas de couper la capacité fiscale de l'État et le fait qu'ils prescrivent maintenant comme solution de couper les services. Mais à la base, on a une croissance économique constante, on a des institutions qui reflètent le meilleur en nous-mêmes et ces institutions sont en danger à cause de leur incurie, leur incompétence. Et regardez juste une statistique pour le fun. 33 milliards de dollars, ça c'est les profits cette année de nos quelques banques à Chartres. C'est un quasi-monopole, c'est un oligopole. Pas besoin d'être brillant pour et se taper les bretelles pour dire on est extraordinaire. Il y a juste quelques banques au Canada. Elles ont un monopole, puis elles peuvent charger ce qu'elles veulent comme taux d'intérêt. C'est n'importe quoi de dire que c'est des grands génies du marché privé. 33 milliards de dollars, c'est exactement 1 000 $ par homme, femme et enfant au Canada comme profit. Chaque femme, homme et enfant au Canada donne 1 000 $ de profit à nos banques à Chartres chaque année. C'est désordonné, Monsieur le Président. Il y a des institutions
qui définissent qui nous sommes comme nation. We're so proud. Nous sommes fiers que sous Tommy Douglas, les néo-démocrates soient responsables de proposer 3 systèmes de soins de santé publique universels et accessibles. Nous ne croyons pas que les familles canadiennes devraient à choisir entre un enfant malade qui doit voir un médecin et le fait de pouvoir faire l'épicerie. Vous savez, je pense que nous avons plus de choses en commun que la partisanerie de l'autre côté voudrait vous faire croire, parce que je pense que la grande majorité des gens assis en face sur les sièges du gouvernement sont d'accord avec moi, que c'est une bonne chose qu'on n'ait pas un système à l'américaine, que c'est une bonne chose qu'en tant que Canadiens, nous serrions les coudes et prenons soin les uns des autres. Et c'est pourquoi au début, je disais qu'il faut regarder ce qui sépare les gestes des conservateurs de leurs paroles. En juin 2011, peu après que nous ayons commencé à former l'opposition officielle, Jack Layton avait posé certaines questions très précises au premier ministre. C'était parmi ses dernières questions. L'une d'entre elles était « Allez-vous effectuer des compressions dans les soins de santé, dis-je. Et la réponse était catégorique. Nous ne réduirons pas les transferts en matière de santé. En décembre de la même année, quelques mois à peine plus tard, au cours d'une réunion avec ses homologues provinciaux, le ministre des Finances, au cours d'un dîner d'affaires, ça ne figurait même pas au programme de la journée, quelque part entre le café et la tarte aux pommes, il a dit, entre deux bouchées, je retire 36 milliards de dollars des transferts du fédéral aux provinces. Aucune négociation, aucun débat, aucune discussion, mais plutôt l'imposition de la dictature fédérale aux provinces. Eux, ils fonctionnent peut-être comme cela, mais pas nous. L'autre question que Jack Layton a posée les 7 et 8 juin au premier ministre portait sur les pensions. C'est ce que j'appelle une demi-vérité en français. Ou un demi-mensonge. Et ils sont passés maîtres dans cet art, dis-je. Le ministre de la Défense, en ce qui concerne les F-35, disait pas un seul sou a été dépensé dans l'acquisition des F-35. L'honorable secrétaire parlementaire souhaite invoquer le règlement. Je suis désolée de vous interrompre parce que je n'aime pas vraiment invoquer le règlement, mais le chef de l'opposition officielle, je lui permettrai de retirer ses propos concernant un demi-mensonge. Ce n'est pas du langage parlementaire, il le sait, il doit respecter les règles. Je vous demanderai, Monsieur le Président, de faire appliquer les règles en lui demandant de retirer ses propos non parlementaires. Je crois que tous les honorables députés connaissent les règles de cet endroit. Alors, on demanderait à tous les députés d'éviter le langage non parlementaire. L'honorable chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Il suffit d'écouter le ministre de la Défense lorsqu'il prend la parole au sujet des F-35. 700 millions de dollars ont déjà été dépensés jusqu'à maintenant là-dessus et qui nous dit pas un seul sou n'a été dépensé sur les F-35, sur leur acquisition. Non, évidemment, il ne peut pas investir dans l'acquisition des F-35 puisqu'ils n'ont rien pour l'instant. Ils n'ont pas fait l'acquisition de quoi que ce soit, mis à part une maquette en papier mâché. Ils sont passés maîtres dans cet art. Lorsque le gouvernement a répondu, lorsque le premier ministre a répondu à Jack Layton à cette question bien précise, allez-vous réduire les pensions? Le premier ministre a dit la main sur le cœur, nous ne réduirons pas les pensions. Lorsqu'ils ont ajouté 2 années supplémentaires et qu'ils ont retiré 13 000 $ des poches des Canadiens, vous savez ce que le ministre des Finances a eu le culot de dire? On a dit qu'on ne réduirait pas les pensions, on n'a jamais dit qu'on ne réduirait pas les prestations de sécurité de la vieillesse. Comme si vos revenus, de façon générale à votre retraite, ne représentaient pas votre pension pour les Canadiens. C'est incroyable. Il y a certaines mesures
d'une société, d'une civilisation dans laquelle on vit, dans un pays aussi riche que le Canada, il est impensable que des centaines de milliers de Canadiens âgés vivent dans la pauvreté après avoir travaillé toute leur vie. Nous allons changer les choses. Comment est-ce possible qu'après 900 pages de loi d'exécution du budget, on ne fasse toujours rien pour régler les problèmes tels que les conditions de vie dignes du tiers-monde dans des réserves telles que Ottawa-Piscat? Comment se fait-il qu'on permette à de telles conditions de perdurer? L'honorable secrétaire parlementaire souhaite invoquer le règlement à nouveau. Encore une fois, Monsieur le Président, je déteste véritablement invoquer le règlement, mais je dois bien comprendre, et clairement, le chef de l'opposition officielle, il a dit demi-mensonge. Est-ce que le président considère que c'est non parlementaire? Si c'est le cas, le député doit s'excuser ou retirer ses propos. Je demande tout simplement certaines précisions. Je veux tout simplement savoir ce qu'il doit faire. Il doit faire la bonne chose. Je remercie la secrétaire parlementaire d'avoir invoqué le règlement. Et comme je l'ai dit il y a quelques instants, je rappelle à tous les honorables députés qui doivent éviter d'utiliser un langage non parlementaire. La pratique en Chambre veut que certains mots soient évités. Ils sont inacceptables. D'autres sont dans une zone grise. À mon avis, dans ce cas-ci, l'honorable chef de l'opposition n'est pas allé trop loin, mais il était dans cette zone grise. Alors, je demanderai à tous les honorables députés de respecter les règles, comme c'en est la pratique habituelle dans cette Chambre. Détermination à cet égard-là. Tout en vous rappelant que cette plaignardise vient de celle qui nous a dirigés vers la page 282 du budget tout à l'heure, affirmant que ça parlait de la loi sur la protection des eaux navigables, alors qu'il n'en est rien. Les changements dans le budget changent les règles du jeu pour l'enseignante, l'ingénieur. On est en train de dire en termes d'assurance-emploi que dorénavant, on va être obligé de conduire jusqu'à 1 heure pour aller se trouver un emploi, sinon on va perdre nos prestations d'assurance-emploi. La menace aux industries qui dépendent des emplois saisonniers est incroyable. Comment est-ce que vous êtes censé faire si vous travaillez dans le domaine de la pêche en Canada Atlantique, par exemple? Comment est-ce que vous êtes censé faire si la ministre est en train d'exiger que dorénavant, vous devriez vous expatrier? Ce n'est pas quelqu'un qui peut se former en 5 heures ou 5 jours ou même 5 mois. Ça prend plusieurs saisons pour former quelqu'un pour travailler sur un bateau. On est en train de vider déjà ces communautés de leur force vive à cause du dollar artificiellement élevé. Toutes nos industries d'exportation souffrent terriblement. C'est en train de se faire ressentir, notamment en Canada Atlantique, et au lieu d'aider. Gouverner, c'est comprendre aussi le pays, les différences régionales, les besoins régionaux différents. Plutôt que de s'accommoder à ça, on est en train d'appliquer la même médecine partout. On est en train de s'attaquer à des régions qui avaient rudement besoin d'un bon coup de main. Au lieu de ça, ils sont en train de recevoir un coup de poing. Voilà. C'est ça, des conservateurs. On est en train, par ailleurs, Monsieur le Président, de créer une économie où les salaires vont être beaucoup moins élevés et c'est une pression à la baisse de toutes les conditions d'emploi par une série de mesures qui sont en train d'être prises. Ce n'est pas du hasard que pour la première fois de notre histoire, la classe moyenne a vu ses revenus chuter. En clair, et c'est concomitant avec la signature de l'ALENA. Depuis les 25 dernières années, la classe moyenne a vu ses revenus nets réels diminuer. Première fois que ça arrive. En d'autres mots, les premiers 20 %, les mieux nantis, sont en train de voir leurs revenus augmenter. Les autres 80 % mesurés, prouvés,
sont en train de voir leurs revenus diminuer. Ça, c'est le fruit des politiques néoconservatrices du gouvernement actuel et de leurs émules dans le Parti libéral qui ont poursuivi rigoureusement les mêmes buts depuis 25 ans. Ça exerce une pression à la baisse sur les revenus, sur les conditions d'emploi. Et comme si ce n'était pas assez d'avoir ces ententes-là qui font ce nivellement vers le bas, dorénavant, les travailleurs étrangers temporaires qui auparavant venaient dans quelques industries, notamment pour travailler sur les fermes maraîchères, par exemple, dorénavant, on les retrouve dans plusieurs catégories d'emplois. Le gouvernement y crie qu'on peut les payer beaucoup moins que les Canadiens. On est en train de travailler dans les mines. On est en train de travailler dans plusieurs endroits. Et quel résultat? Allez rencontrer les métallos à Prince-Georges en Colombie-Britannique pour savoir quelle pression c'est en train d'avoir. C'est un travail dur. On travaille dur toute sa vie. On s'est battu pour avoir un revenu juste. On apprend que les conservateurs vont exiger que tu travailles 2 ans de plus avant d'avoir ta pension de retraite. Oh, puis par ailleurs, si ce n'était pas assez de pression sur toi, on va importer des travailleurs de d'autres pays, on va les payer moins, puis ça va exercer une autre pression à la baisse. Ça, c'est le Canada de rêve des conservateurs, où les travailleurs sont à pied, en train de travailler dans des conditions des années 1900. Ça, c'est leur rêve. Le Canada juste que nous, on veut construire, on a des discours lamentables comme ce qu'on a entendu tout à l'heure, comme si c'était une hérésie. Un pays aussi riche que le Canada est capable de se payer des conditions d'emploi décentes, et ça fait partie de ce qu'un gouvernement est payé par. C'est ça. C'est ça la succession que les conservateurs sont en train de laisser. N'oubliez pas que leur loi budgétaire du printemps, le C-38, abrogeait la loi sur les salaires justes. Don't forget, Bill C-3. N'oubliez pas que le projet de loi C-38, le projet de loi d'exécution du budget du printemps, a abrogé la loi sur le salaire juste. Ils ne s'attaquent pas à un groupe ou à un secteur particulier. Ils veulent réduire les salaires de tous les Canadiens. Voilà un manque de plan économique. Le gouvernement ne laisse pas pour compte seulement les travailleurs, mais les employeurs aussi. On se retrouve avec des problèmes économiques énormes. On a perdu 1,5 million d'emplois dans le secteur manufacturier. On a un déficit commercial de 50 milliards de dollars. La dette des ménages atteint un niveau record. Et la pire récession depuis la dernière récession, en plus de la crise de la zone euro. Quand on parle des intérêts que nous avons d'utiliser notre expérience, nos ressources pour aider en Europe, on nous répond la même rengaine que d'habitude. Vous voulez qu'on envoie un gros chèque en Europe? Quelle imbécilité! Comme si l'idée d'utiliser notre expérience et nos ressources pour éviter une crise qui va nécessairement nous toucher, comme si c'était mauvais. Et pourtant, c'est encore le message qu'on reçoit du cabinet du premier ministre. Pourquoi? Parce qu'ils inventent toutes sortes de choses, ils improvisent, ils n'ont rien d'autre. Ils inventent des mesures dans le budget, ils inventent des plans néo-démocrates qui n'ont jamais existé, si ce n'est les mêmes qu'eux-mêmes avaient. Et ils inventent toutes sortes de choses parce qu'ils n'arrivent pas à défendre ce qu'ils font. C'est de cela qu'on parle maintenant. Ce qu'on trouve dans le document, ce qu'ils font et les effets négatifs que cela a pour nos travailleurs canadiens d'un bout à l'autre du pays. Le projet de loi C-45. Quelle ironie de dire que c'est le projet de loi de l'emploi et de la croissance. Il n'y a aucun plan de susciter ni l'un ni l'autre. Le projet de loi va tuer plus d'emplois qu'il n'en créera. Il ne contient aucune stratégie pour les 1,4 million de chômeurs au Canada, alors que c'est supposé être il y a aussi ce crédit d'impôt à l'embauche qui est supposé être le pivot du plan d'action économique. Nous appuyons le crédit d'impôt, ça faisait partie de notre programme électoral de 2003.
Mais ce crédit d'impôt n'est pas suffisant. Il est limité à 1 000 $ et il ne dure qu'un an. À tout le mieux. Ça aidera peut-être à engager un employé dans une entreprise, mais ça ne va pas corriger le problème du chômage. Le gouvernement continue d'impliquer ces mauvaises politiques de réduction d'impôts généreuses aux grandes entreprises. Par exemple, une entreprise a demandé une réduction de 50% des salaires à ses employés Electromotive en Ontario. Il y a quelques mois à peine auparavant, un premier ministre souriant avait donné un chèque de 5 millions de dollars parce que ça montrait la réussite de son plan pour l'emploi au Canada. Dès que cette campagne électorale s'est terminée, les patrons se sont réunis pour dire on a une bonne idée pour vous, vous allez accepter une réduction d'impôt de 50%, sinon vos emplois vont à l'extérieur du pays. L'entreprise a fermé, on a encaissé le chèque de 5 millions d'emplois et il n'y a pas plus d'emplois au Canada. Le voilà le plan des conservateurs. Il y a 30 ans, un jeune travailleur pouvait monter les échelons dans une entreprise. Maintenant, les employés ont toutes sortes d'emplois dans leur vie. L'idée l'incitatif d'investir dans les travailleurs n'existe plus. Il y a quelques générations, quelqu'un qui dirigeait une grande entreprise était très fier de fournir les chiffres de sa main-d'œuvre. Maintenant, ils sont fiers de dire combien d'emplois ont été envoyés dans un autre pays. Voilà le changement qui s'est produit. Il faut ramener le principe de la responsabilité sociale et que les entreprises soient fières de créer de bons emplois bien rémunérés. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de faire comme les conservateurs, d'investir dans des entreprises comme Electromotive Diesel qui n'investissent pas dans nos travailleurs? Voilà la myopie qu'on voit partout dans le projet de loi C-45. Des changements à la recherche, au crédit d'impôt à la recherche et au développement expérimental. Ce crédit d'impôt est aboli. Cela réduit le soutien à la recherche et au développement des entreprises, alors que les entreprises ont besoin d'augmenter leur innovation pour être concurrentielles. Autrement dit, si on ne peut pas les amener à prendre de bonnes mesures parce qu'ils doivent le faire, il faudrait au moins qu'ils prennent ces mesures pour l'économie. La seule façon d'augmenter la richesse dans la société, c'est d'augmenter la connaissance. Et là, on veut que les entreprises s'abêtissent. Ça va toucher plus particulièrement le secteur manufacturier, alors que c'est ce même secteur qui aurait le plus besoin d'oxygène. On a besoin d'incitatifs qui servent mieux les entreprises et toute l'économie. Il y a quelques bons exemples qu'on pourrait examiner au Canada. Des exemples de vision à long terme et d'incitatifs du gouvernement qui ont donné de bons résultats. Par exemple, le secteur du cinéma et de la télévision à Toronto. À un certain moment, il n'y avait que New York et Hollywood. Maintenant, Toronto fait concurrence aux États-Unis. Mais il y a eu un partenariat entre les entreprises, la main-d'œuvre et les gouvernements. Les incitatifs fiscaux ont existé pendant des décennies et ça a permis d'obtenir de bons résultats. Ça rapporte des milliards de dollars par année et crée de très bons emplois. Mais il a fallu une participation du gouvernement à toutes les étapes. Eux ne croient pas à cela. Il faudrait préparer les réussites. Maintenant, tout ce qu'on a, c'est moins pour l'économie, moins pour les travailleurs, moins pour les entreprises, moins pour tout le monde. On constate également dans le monde des affaires actuel qu'on devrait créer un climat de croissance. On devrait garantir la prévisibilité. Mais voyons la catastrophe de cette semaine. Alors qu'on a vendu une société de gaz, on n'arrive même pas à énoncer les critères sur lesquels la décision a été prise. La décision a été prise à 11h57 vendredi. Et quand on leur pose des questions, ils nous sortent encore leur beau texte tout écrit. Alors, comment est-ce qu'une société étrangère qui veut investir au Canada peut prendre une décision intelligente? On a vu l'effet immédiatement le lundi sur les actions et la bourse. Les gens ne savent pas quels sont les critères. Le gouvernement dit qu'il est pro-entreprise, mais toutes ces décisions nuisent aux entreprises. Ce manque de prévisibilité nuit aux entreprises. Nous allons accueillir les
investissements et nous allons accueillir les contrats avec l'étranger, mais à condition qu'ils soient justes et qu'ils soient réciproques. La partie qui nous préoccupe le plus, Monsieur le Président, et c'est une tendance lourde depuis 2009, c'est cette tendance à éviscérer tout ce qui est protection environnementale au Canada. Le gouvernement est allé même jusqu'à enlever, en 2009, les premiers balbutiements de ça, c'était la loi sur la protection des eaux navigables. Moi, je me souviens, le ministre des Affaires extérieures, qui a dit que c'était, et je le cite en anglais, il l'a dit en anglais, « the greatest job killer ». Le pire... À cette époque, d'opposer environnement et économie, comme si on n'avait pas appris depuis 50 ans de faire travailler les deux ensemble, parce que les deux doivent progresser ensemble. Voilà. Je me souviens d'avoir été bouche bée en commission parlementaire, alors que j'ai vu le Parti libéral voter avec les conservateurs pour une première fois pour commencer à démanteler la loi sur la protection des eaux navigables. C'était en 2009. Ça a continué en 2010. Ça a continué en 2011 avec ce qu'on est en train de voir ici. Ils sont en train de fermer à double tour cette protection si cruciale pour nous, pour tout le monde. Et vous savez quoi? Ce sont les entreprises elles-mêmes qui souhaitent de la prévisibilité dans toutes ces aventures-là. Ils ne veulent pas qu'on arrive à la fin pour leur dire qu'ils n'ont pas respecté. Mais qu'est-ce qu'on voit à la place? Au lieu d'appliquer les lois fédérales de protection de l'environnement, comme la loi sur les pêches, la loi sur la protection des espèces menacées, la loi sur les oiseaux migrateurs, et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on voit? Eux, ils sont en train de les éventrer, de les dénaturer. C'est intéressant parce que on sait qu'il y a des procédures, des processus, des façons de faire, notamment dans les sables bitumineux, où le fédéral n'applique plus ces lois. Ce défaut d'application, normalement, va conduire à plus de dégradation des écosystèmes. C'est un gouvernement qui se dit de loi et d'ordre. Alors, normalement, quand tu as une compagnie qui a des pratiques non conformes à la loi, tu vas forcer la compagnie de changer ses pratiques. Exactement. Eux, ils vont changer la loi pour le rendre conforme aux pratiques. Vous savez, la loi sur la protection des eaux navigables dont on parlait tout à l'heure, mais je vais vous donner un exemple concret. Au Canada, il y a 27 seulement il y a 37 rivières qui sont des rivières du patrimoine. Il y en a 27 des 37 qui ne sont plus protégées. 27 des 37 rivières du patrimoine du Canada ne seront plus protégées. Cela comprend la Bloodven, la Cowichan en Colombie-Britannique, Clearwater en Saskatchewan, Alberta, la Maine à Terre-Neuve-Labrador, Marguerite en Nouvelle-Écosse, Saani, Tachahanis au Yukon, Mattawa et Restigouche au Nouveau-Brunswick. En fait, moi, j'aime bien répondre aux imprécations des autres. On dit que ce sont des eaux navigables. Ben oui, ben oui. Rien n'empêche que la loi sur la protection des eaux navigables visait à mettre ces cours d'eau en valeur pour les générations futures. J'ai mentionné dans mes remarques la décision du juge Lamer dans le cas de Oldman River. Permettez-moi de vous en lire un extrait. Voici ce qu'a dit le juge Lamer. Le ministre des Transports, dans sa capacité de décider au terme de la loi sur la protection des voies navigables, doit tenir compte des effets environnementaux du barrage en tant que, puisqu'il s'agit, dans le domaine des eaux navigables, des terres indiennes du Nord et des pêches. Et après, on a dit que ça n'avait rien à voir avec l'environnement. Eh bien, il devrait avoir honte. It's Orwellian. C'est vraiment aberrant. Ils ont fait disparaître le site Web après que mon collègue de Halifax ait posé une question hier. 29 références à l'environnement, on l'a fait disparaître. Ils veulent que l'environnement disparaisse. Nous allons protéger l'environnement maintenant et pour l'avenir. Nous allons continuer de lutter
ces projets de loi omnibus budgétaires. Parce qu'il y a deux aspects qui sont discutés aujourd'hui. Quand on regarde le contenu, on voit le résultat que ça donne. On va nuire aux gens. On élimine des programmes. On élimine des protections qui existaient depuis des générations au Canada. Mais avant même d'examiner ces mesures, il y a un aspect dont tous les Canadiens doivent tenir compte. C'est-à-dire que le gouvernement conservateur continue ce qu'il a fait au printemps. Ces projets de loi omnibus touchent des douzaines de lois. On est tombé dans le piège américain qui est d'éviter le débat parlementaire. Notre système est différent de celui des Américains. Aux Américains, on met tout dans un fourre-tout. Le premier ministre lui-même a dit qu'il n'écoute jamais la télévision canadienne, non plus que les nouvelles canadiennes n'écoutent que Fox. Alors, c'est pas étonnant que le système américain fonctionne ici aussi et qu'il donne des ordres à ses troupes d'utiliser les méthodes américaines et d'utiliser les projets de loi budgétaires comme grand fourre-tout, et c'est ça avec quoi on se retrouve. Ça nuit à notre démocratie parlementaire. Ce sont nos institutions. Non seulement ils vont abolir les soins de santé universels gratuits parce que les compressions dont j'ai parlé, 36 milliards de dollars qui ont été annoncés sans débat, sans discussion, cela va mener inexorablement à un régime à deux vitesses. C'est juste une façon élégante de dire que les pauvres auront de la difficulté à se trouver un médecin et les riches, eux, pourront en trouver parce qu'ils vont pouvoir payer la facture. Ce n'est pas de cette façon qu'on vit au Canada. Nous allons lutter pour défendre notre mode de vie. Nous allons nous tenir debout parce que pour la première fois depuis très longtemps, on commence à avoir de l'espoir. La prochaine campagne va opposer deux visions pour notre pays. Une vision conservatrice où on sabre dans les protections sociales. On enlève 10 milliards de dollars par année. C'est le chiffre qu'ils ont essayé de cacher. Le chat est sorti du sac hier. J'ai entendu la députée de Saint-Boniface tout à l'heure dire « Ah, vous savez, on a donné des séances d'information qui ont duré très longtemps. » Laissez-moi vous parler de la séance d'information budgétaire. Parce que j'étais le porte-parole en matière de finances pour l'opposition officielle pendant 5 budgets avant de devenir chef de l'opposition officielle. Et j'ai jamais vu ce que j'ai vu le printemps dernier. À chaque année, puis c'est souvent les mêmes personnes qu'on voit d'année en année. D'habitude, ils sont dans leur bureau. On a très peu de raisons de les voir ici, sauf de rares fois en commission parlementaire. Les officiers sont là pour nous fournir de l'information. Quand j'ai vu non seulement la coupure dans le budget, les 2 ans de plus dans le budget, je suis allé les voir pour leur demander un seul chiffre, facile à fournir. Combien, à terme, va représenter cet ajout de 2 ans de travail de plus et combien on va être en train de piger dans les poches des personnes âgées? J'ai eu la réponse suivante, je la donne dans la version originale. I can't give you that. Je ne peux pas vous donner cette Moi, je suis information. de décoder une demi-vérité quand je l'entends. Alors, j'ai dit, are you telling me you can't Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous ne pouvez pas me donner ces renseignements parce que vous ne les avez pas, ou bien vous les avez et vous n'avez pas le droit de me les donner? Une réponse digne de George Orwell. I can't give you that information. Je ne peux pas vous répondre à cette question non plus. C'est ça, les conservateurs. Hier, le vérificateur général a confirmé le chiffre global parce que ça lui avait été posé en conférence de presse au ministre des Finances, juste ici devant, il y a quelques mois. Nous, on avait calculé entre 10 et 12 milliards, on n'était pas loin. Eux, ils calculent 10 milliards. Mais il refusait de donner le chiffre. Il a répondu avec son sourire habituel, d'un air de dire « Regarde, je m'en sac ». Il a dit « J'ai entendu des chiffres à peu près comme ça ». C'est quelque chose, ça, un ministre des Finances qui dit des choses comme ça. Alors, je peux vous dire une chose, et je peux le dire aux aînés qui nous écoutent. Soyez assurés que les 2 ans ajoutés, vos 2 ans conservateurs, oubliez ça.
un gouvernement NPD va restaurer les 65 Exact. ans. On va se tenir debout. On va se tenir debout, nous. Contrairement à tous ceux qui sont obligés de faire le perroquet tous les jours, de lire les lignes qui leur sont écrites par le bureau du Premier ministre. Ils ont parfois 1 minute par jour dans leur pauvre petite vie parlementaire pour parler enfin de leur circonscription, pour parler enfin des vraies choses. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font le perroquet, des marionnettes, des pantins, Pantagruel. Ça se lève puis ça nous dit exactement ce que le bureau du Premier ministre a décidé de leur dire de dire. Nous, on est capables, nous, d'être raisonnables. Nous, on est capables, nous, de se tenir debout et regarder les faits objectifs. Nous, on est capables, nous, de regarder le public et de leur dire que ça soit pour les pensions de retraite, pour l'intégrité de notre Parlement, pour notre système de santé universel, gratuit et public, on est fiers de se tenir debout. On va se tenir debout pour l'environnement. Parce que nous, au NPD, on sait qu'on mérite mieux que ce que les conservateurs nous offrent depuis 6 ans. Oui. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, les conservateurs multiplient les occasions pour inventer des titres qui disent exactement le contraire du contenu du projet de loi. J'ai eu l'occasion de dire la semaine dernière, quand il était question de cette plus récente mouture d'une loi Mammouth, que si par aventure, ils faisaient enfin ce qu'ils avaient promis de faire lors de la dernière campagne électorale, c'est-à-dire s'occuper de la création d'emplois, que bien sûr, on voterait pour le projet de loi. Pendant les remarques que j'ai faites aujourd'hui, je vous ai bien intimé, Monsieur le Président, qu'il y avait des choses dans ce projet de loi-là, et on était capable de le dire, avec lesquelles on pourrait faire une bonne discussion si on était capable de porter scission du projet de loi. Et en scindant le projet de loi, en l'amenant devant des commissions différentes, on pourrait y arriver. Parce que nous, on croit qu'effectivement, qu'il y a des choses qui peuvent et doivent être faites. J'ai donné une indication tout à l'heure lorsque je parlais de crédit d'impôt pour la création d'emplois. Mais c'est la manière de le faire. Mais on ne les laisserait pas nous berner. On est trop habitués à leurs fausses promesses. Alors, de notre côté, on est en train de leur dire clairement que s'ils veulent porter scission du projet de loi, s'ils veulent diviser le projet de loi dans des parties congrues qui seront faciles à étudier, bien, ils vont trouver quelqu'un qui est prêt à collaborer. Alors, on va voir. On va faire le test de la capacité des conservateurs, encore une fois, de faire des choses qui sont conformes à ce qu'ils disent. Parce qu'on a vu pour la loi sur la protection des eaux navigables que ce qu'ils disent, c'est une chose, la vérité des documents, c'est une autre. Alors, voici quelques éléments du projet de loi qui pourraient être scindés. Et je vais me permettre une petite énumération. Voici quelques-uns des éléments du projet de loi C-45 qui pourraient être retirés du projet de loi pour être étudiés individuellement en comité parlementaire. Nous savons que c'est possible, nous l'avons fait la semaine dernière. Et soit dit en passant, il y a 345 000 fonctionnaires qui ont été d'accord avec ce que le NPD a fait. L'incompétence des libéraux est telle qu'ils allaient donner leur assentiment à une loi qui allait traiter des pensions des députés sur un même pied que les pensions des 345 000 fonctionnaires. Mais le NPD a défendu les fonctionnaires. Les libéraux disaient oh, c'était une erreur typographique. Classique. 345 000 personnes constituent une erreur de typographie pour les libéraux. Alors, voici les éléments qui peuvent être scindés du projet de loi. La loi sur l'évaluation environnementale, qui devrait être étudiée par le Comité de l'environnement. La loi sur la protection des eaux navigables devrait être étudiée par le Comité du transport. Les compressions au crédit d'impôt extensible au comité de l'industrie, les changements à la loi sur les pêches au comité des pêches,
les changements à la loi sur le renforcement du commerce, en ce qui a trait au transport, le comité de transport, la réforme des pensions aux ressources humaines et développement des compétences. Monsieur le Président, je demande donc un consentement unanime. Je suis certain que je l'obtiendrai. I heard yes. To move the following motion. Pour présenter la motion suivante. That notwithstanding Que, any standing order nonobstant or usual practice tout ordre ou pratique habituelle de la Chambre, que le projet de loi C-45, loi on March 29th, portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 en mettant en œuvre d'autres mesures, voire retirer certaines clauses qui ont trait à la recherche scientifique et au développement expérimental, les clauses qui ont trait à la loi sur les pêches, 79 to 184 les clauses qui ont trait Bridge to Strengthen Trade Act. à la loi qui renforce le transport et les ponts, 210 to 218 les related to the clauses qui ont trait F clauses 264 to 268 à la loi sur Customs Act. les douanes, 69 to 298 ensuite les clauses qui ont trait à la loi sur l'examen des matériaux dangereux, et ensuite la loi sur la protection des eaux navigables, les clauses qui portent aussi sur la loi sur les grains et céréales, et aussi la loi sur les évaluations environnementales. Ensuite, les clauses qui portent sur la réforme des pensions. L'article mentionné dans la section A de cette motion forme le projet de loi C-47, que le projet de loi C-47 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée, que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie. Que les articles mentionnés dans la section B de cette motion forment le projet de loi C-48. Que les projets de loi C-48 soient réputés avoir été lus une première fois et que l'impression en soit ordonnée. Que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent des pêches et des océans. Que les articles mentionnés dans la section C de cette motion forment le projet de loi C-49. Que le projet de loi C-49 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée. Que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités. Que les articles mentionnés dans la section D de cette motion forment le projet de loi C-50 et que le projet de loi C-50 soit réputé avoir lieu une première fois et que l'impression en soit ordonnée. Que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand Nord. Que les articles mentionnés dans les sections E de cette motion forment le projet de loi C-51, que le projet de loi C-51 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée, que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Que les articles mentionnés dans la section F de cette motion forment le projet de loi C-52, que le projet de loi C-52 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée, que l'ordre portant deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent de la sécurité. À l'ordre, j'aimerais interrompre l'honorable chef de l'opposition. S'il vous plaît, il faudrait ralentir car l'interprète a de la difficulté à suivre. Il pourra terminer la lecture de sa motion. L'honorable chef de l'opposition. Que les articles mentionnés dans la section G de cette motion forment le projet de loi C-53, que le projet de loi C-53 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée, que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent de la santé. Que les articles mentionnés dans la section H de cette motion forment le projet de loi C-54, que le projet de loi C-54 soit réputé avoir été lu une première fois et que l'impression en soit ordonnée. Que l'ordre portant en deuxième lecture du dit projet de loi en prévoit le renvoi au Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration. That the clauses mentioned Que les articles mentionnés à la clause I et K forment le projet de loi C-55, qu'il soit réputé lu et imprimé et qu'il fasse l'objet d'une deuxième lecture et qu'il soit étudié par le Comité permanent de l'environnement. Que les articles mentionnés à l'article G de la motion deviennent le projet de loi C-56, qu'il soit lu une première fois et qu'il soit renvoyé au Comité permanent sur
l'agriculture et l'agroalimentaire et que les articles mentionnés dans la section L de la motion deviennent le projet de loi C-57 et qu'ils soient réputés être lus et imprimés et qu'ils soient envoyés en deuxième lecture et renvoyés au comité permanent des ressources humaines et du développement social et que le projet de loi C-45 garde son statut à l'ordre du jour, qu'il soit réimprimé tel que modifié et que le greffier et conseil parlementaire puissent apporter tout changement technique ou correction tel que nécessaire pour que cette motion prenne effet. Nous proposons cette motion pour mieux étudier individuellement les dispositions de ce projet de loi omnibus qui touche à différentes lois. Et nous croyons que c'est dans l'intérêt de cette institution parlementaire qui a tellement été détériorée sous les conservateurs qui ne respectent pas les droits du Parlement.